Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 29 juillet 2026 et je suis ici pour parler de la guerre en cours entre l'Iran et les États-Unis. Alors que nous en parlons, les États-Unis mènent des attaques sur le sol iranien. Permettez-moi de vous montrer la carte de ce qui se passe en ce moment. Ici, vous voyez la carte de l'Iran et les attaques sont principalement concentrées dans le sud du pays. Voilà ce qui se passe. Ici, c'est le Koweït, et il visait des villes à l'intérieur de l'Iran. Par exemple, voici la ville d'Abadan, d'où nous avons des images. Je vais vous montrer les images de l'attaque et de l'explosion qui ont eu lieu dans la ville d'Abadan. Ils ont également visé la ville d'Avaz. Donc, ils utilisent essentiellement des attaques MS, et il semble que le système HIMARS soit utilisé puisqu'ils emploient des PRSM et des attaques MS pour frapper ces cibles à l'intérieur de l'Iran. Vous voyez, tout près de la frontière entre l'Iran et l'Irak. Voici la frontière, et la ville d'Abadan est juste ici. Et ils attaquent depuis le Koweït. Toutes ces attaques dans la partie occidentale de l'Iran utilisent des systèmes TAC-MS et HIMARS. Et ici, il y a eu des informations faisant état de certaines cibles à Bushehr, ici. Il a également été signalé que la ville de Bandar Abbas était visée. C'est cette même ville, si vous vous souvenez. Les États-Unis avaient essayé de l'isoler en attaquant tous les ponts qui mènent à Bandar Abbas. Il y a eu des informations concernant l'île de Keshm, qui est ici, cette ville. Y a-t-il quelque chose de nouveau avec ces nouvelles attaques? À mon avis, il n'y a rien de significatif dans les nouvelles attaques qui ont lieu. Il y a eu quelques informations concernant Zirku, ici dans cette partie. Zirku se trouve ici, dans cette zone. Et je pense que, jusqu'à présent, laissez-moi vous montrer les images d'Abadan, qui se trouvent dans l'ouest de l'Iran, comme je vous l'ai indiqué. Voici des images montrant qu'ils ont frappé quelque chose dans cette ville qui est en feu. C'est tout ce que nous avons reçu jusqu'à présent. Et certains rapports font état d'une énorme explosion dans la ville d'Ahvaz, elle aussi située dans l'ouest de l'Iran, dans la province du Khuzistan. Pour l'instant, il ne semble pas que les États-Unis vont frapper d'autres cibles, essentiellement dans le centre ou le nord de l'Iran. Car il y a eu des informations selon lesquelles des avions de chasse iraniens se trouvaient dans le nord de l'Iran. Laissez-moi vous montrer la région. Ce sera plus facile pour vous de comprendre où ils font patrouiller leurs avions de chasse le long de la frontière dans cette zone-ci. Juste au-dessus se trouve la province du Khuzistan, qui est attaquée depuis le Koweït. Here is the state of Khuzestan, which is under attack from Kuwait. And the fighter jets are here. Et les avions de combat sont ici dans cette zone, au nord-ouest de l'Iran. Ils tentent de patrouiller la frontière, qui se trouve en quelque sorte près du Kurdistan irakien. C'est une préoccupation majeure chaque fois que les États-Unis attaquent l'Iran. L'Iran surveille cette frontière en raison de ces groupes terroristes kurdes qui s'y trouvent. Les États-Unis y ont la base aérienne d'Al-Harir, qui a été attaquée à maintes reprises la semaine dernière, au cours des 7 derniers jours. Elle a été très fortement attaquée par les forces iraniennes. Voilà ce qui se passe. Et je suppose que l'Iran va riposter au fil du temps. Ce sera dès que tout cela sera terminé. Il semble qu'il ne soit plus qu'à quelques minutes de finaliser l'opération en Iran. Et puis, nous allons voir les représailles iraniennes. Et nous ne savons pas quelle serait la cible. Peut-être que, là encore, ils viseront le Koweït. Ce serait logique, parce que le Koweït, là encore, son territoire est utilisé pour mener des attaques avec ses HIMARS. Et ils veulent détruire toutes ces armes. Je ne sais pas combien ils en ont au Koweït, mais l'Iran a détruit lors des récentes attaques contre le Koweït. Ils ont essayé de toutes les détruire. Mais il semble que les États-Unis apportent davantage d'armes dans la région. C'est l'une des principales préoccupations. L'autre point, c'était quel était l'objectif principal de l'Iran en attaquant la Jordanie hier soir. Tout ce qu'ils apportent dans la région, ils l'acheminent d'abord vers la Jordanie.
bringing to the region, they're bringing first to Jordan. Then they try to, Ensuite, ils essaient de les envoyer au Koweït et dans d'autres pays de la région. C'est pourquoi, vous le voyez, lorsqu'ils arrivent, d'abord en Jordanie, l'Iran essaye d'attaquer et de frapper les cibles là-bas de manière préventive. C'est la nouvelle attitude de l'Iran. L'autre point, c'est l'escalade entre l'Arabie saoudite, l'Irak et le Yémen. Cela se complique aussi. Aujourd'hui, nous avons eu le ministre saoudien de la Défense, comme il l'appelle. C'est le frère du prince héritier d'Arabie saoudite. Il a rencontré Donald Trump, essentiellement pour lui demander de désamorcer la situation. Ils ne veulent pas d'escalade. En même temps, on voit qu'ils coopèrent avec les États-Unis pour attaquer l'Iran et l'Irak et frapper les cibles. Aujourd'hui, c'était le chaos total en Irak à cause des attaques. Elles visaient les FMP, les forces de mobilisation populaire en Irak, qui font partie du gouvernement irakien. Le problème, c'est que tout le monde se demande qui a attaqué l'Arabie saoudite lors de la dernière attaque contre le pays. Ils ont frappé une raffinerie, appelée la raffinerie de Yanbu. Et personne ne revendique cette attaque. Personne ne sait qui l'a menée. Même la résistance irakienne a publié un communiqué hier pour dire qu'elle ne l'avait pas fait. Du côté du Yémen, il y a eu certaines déclarations, sans revendiquer officiellement l'attaque, mais rien n'est officiel de la part du Yémen. Et nous savons que chaque fois que le Yémen attaque certains endroits, certaines, vous savez, localités en Israël ou en Arabie saoudite, ils vont l'annoncer. Ils vont se présenter et dire « Nous avons touché les cibles. Voilà la raison. Vous savez, voilà les raisons de notre attaque sur leur territoire. » Donc, d'une certaine manière, cela pourrait être une sorte d'opération sous faux drapeau. Je n'écarte pas cette possibilité concernant ce qui s'est passé. Et le problème, c'est qu'en ce moment, la région souffre d'un chaos immense. Et les États-Unis ont commencé cette guerre avec certains objectifs, dont je pense, et je le pense toujours, que le changement de régime était l'objectif principal. Parce que regardez quels étaient les objectifs, selon ce qu'ils ont dit. Tout d'abord, le programme nucléaire iranien. Rien de ce genre, rien ne se passe actuellement entre les États-Unis et l'Iran concernant le programme nucléaire iranien. Donald Trump a répété encore et encore qu'ils ont tout détruit en Iran, qu'ils ont anéanti le programme nucléaire iranien, ainsi que les installations et les centrales nucléaires iraniennes, et qu'il ne leur reste rien. Il qualifie l'uranium enrichi de poussière nucléaire. C'est pour cela que vous entendez cette rhétorique de sa part. Et le deuxième point, ce sont les mandataires iraniens, comme il les appelle. Le Yémen, l'Irak, la résistance irakienne au Liban. Et il parle de toutes ces forces comme de mandataires de l'Iran. Il voulait réduire l'influence de l'Iran sur ces forces ou couper ses liens avec elles. Cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Et l'autre point, c'était le programme iranien de missiles balistiques, ce qui ne se produit pas non plus. Rien de tout cela. Aucune négociation. Rien. Vous savez, ils n'en parlaient même pas pendant le mémorandum d'accord, ce soi-disant mémorandum d'accord. C'est ça, le problème. Nous avons une vidéo de Lindsey Graham parlant à quelqu'un de l'administration Biden et disant qu'avant l'attaque, le plan concernant l'Iran, il l'a dit en vidéo. Et nous n'avons pas besoin de spéculer sur ce qui se passe, ni sur l'objectif principal des États-Unis. Voici Lindsey Graham et ce dont il parle. Eh bien, pour être honnête avec vous, je pense que d'ici 3 à 4 semaines, nous devrions les mettre dans une situation où ils commenceront à perdre le contrôle de certaines villes. Ce que nous essayons de faire, c'est simplement d'obtenir la chute de quelques villes au cours du mois prochain, d'impliquer plus ouvertement les Arabes dès demain ou d'ici la fin de la semaine, et d'avoir une dynamique presque irréversible. Oui,
Et on entend bien ce que Lindsey Graham essayait de faire. Il dit que Biden est dans la vidéo. Regardez cette vidéo. Il dit qu'il parle avec le conseiller de Biden. C'est qui ce type? Ce n'était pas le conseiller de Biden. C'était le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan. Il parlait avec Jake Sullivan. Ce n'est pas, vous savez, une manœuvre politique. Tout tourne autour de ça. Le but, les objectifs en Iran sont bipartisans. Les deux partis veulent faire tomber le régime, provoquer un changement de régime en Iran, atteindre tous les objectifs que je viens de mentionner. C'était le principal objectif. Et ils s'y préparaient. Ils ont discuté avec des États arabes, avec ces pays du CCG. Ils les y préparaient. Il a dit, dans 3 ou 4 semaines, on va voir les villes à l'intérieur de l'Iran s'effondrer les unes après les autres, ou renverser d'une manière ou d'une autre le gouvernement local. Et on voit que tout s'effondre à l'intérieur de l'Iran. Ils vont prendre le contrôle de tout le pays, du pouvoir, et il y aura un nouveau gouvernement en Iran qui ne représentera aucune menace pour les États-Unis, ni pour Israël. Le plus important, ce sera Israël. Si ce n'est pas une menace pour Israël, alors les États-Unis n'auront aucun problème et les États arabes pourront profiter du résultat de cette opération. Cela ne s'est pas produit. Et c'est ce qui était prévu avant que cela n'arrive, avant le début de la guerre. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les États-Unis et l'Iran s'attaquent mutuellement, coup pour coup. Les gens spéculent d'une certaine manière. Ils se demandent, est-ce que la guerre va continuer? Est-ce que ça va s'intensifier? Oui, il y a une possibilité d'escalade à mesure que le temps passe et que ces cibles sont frappées. À mon avis, l'Iran a décidé de poursuivre cette guerre d'usure. C'est pour ça qu'il a attaqué la Jordanie sans avoir été attaqué. Donald Trump a annoncé une sorte de pause. Il a dit, d'accord, nous n'allons pas les attaquer. Nous allons nous préparer pour une nouvelle vague d'attaques. Ce sera une attaque énorme, une attaque massive contre eux. Mais l'Iran a pris les devants. L'Iran est prêt. L'Iran surveille. Il observe ce qui se passe dans ces pays du Conseil de coopération du Golfe, avec la Jordanie, afin de détruire tout ce qui arrive dans la région, et les attaques qui pourraient résulter de ces armes, les attaques pour lesquelles ces armes pourraient être utilisées contre l'Iran. C'est donc la position des Iraniens à l'heure actuelle. L'autre point, c'est le détroit d'Ormuz. Il y a eu des discussions. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a parlé du détroit. Le gouvernement omanais a fait savoir qu'il avait envoyé, je l'ai mentionné hier soir, parce que les États-Unis nous disent, Donald Trump nous dit, qu'il négocie avec les Iraniens. Il n'y a aucune négociation entre l'Iran et les États-Unis. Il ne s'agit que des messages que les États-Unis envoient à l'Iran. Est-ce que c'est une négociation? Non. Il ne se passe rien. Dans les négociations entre l'Iran et Oman, Oman a proposé à l'Iran qu'il puisse utiliser 2 voies. Vous savez, la voie d'entrée, la voie de sortie. L'entrée va être sous contrôle. Oman a proposé qu'une voie soit sous le contrôle de l'Iran, à 50% sous le contrôle de l'Iran, et à 50% sous le contrôle du gouvernement omanais. Ce qui veut dire que l'entrée serait iranienne et la sortie omanaise. L'Iran a dit « Non, nous n'allons pas faire ça, parce que nous sommes actuellement en guerre active contre les États-Unis. Les États-Unis ont utilisé la région, ont utilisé le détroit d'Ormuz et tous ces pays du Golfe Persique, y compris Oman, pour attaquer l'Iran. Donc, nous n'allons pas vous laisser contrôler cette voie. » Il semble que la proposition iranienne soit la suivante, comme l'a indiqué le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Il a dit que 50% serait sous le contrôle de l'Iran, c'est-à-dire que l'entrée serait sous contrôle iranien, puis qu'il y aurait un contrôle partiel sur la sortie, sur la voie qui mène vers l'extérieur. Les navires vont entrer et sortir. Et il veut que 50%
plus 25%, soit 75%, soit sous contrôle iranien et 25% sous celui du gouvernement omanais. C'est la proposition iranienne. Il a dit que l'Iran ne va pas reculer sur cette proposition. Peu importe qu'Oman accepte ou non, ce sont les conditions posées par les Iraniens. This is the conditions on the part of Iranians. And whatever is happening between Iran and Oman. Et quoi qu'il se passe entre l'Iran et Oman, c'est quelque chose de nouveau. Ils ne se sont jamais disputés sur quoi que ce soit, parce que les deux gouvernements étaient très amicaux. En ce moment, avec cette nouvelle réalité dans le Golfe Persique, ils subissent une pression énorme, pour être honnête. Le gouvernement omanais est soumis à une pression énorme pour faire tout ce qu'il peut, pour obtenir le maximum possible des négociations avec les Iraniens. Mais l'Iran ne va pas reculer. Ils sont prêts pour la guerre et ils vont demander 75%, comme je l'ai mentionné. C'est leur politique. D'un autre côté, vous voyez, quand vous vous demandez pourquoi l'Arabie saoudite doit-elle attaquer l'Irak? En quoi cela va-t-il être bénéfique pour l'Arabie saoudite? Ce ne sera pas bénéfique pour l'Arabie saoudite, mais il semble qu'ils soient dans une forme de déni. Ils ne veulent pas accepter que toute la région a changé. D'un côté, ils souffrent, vous savez, de la fermeture du détroit d'Ormuz, de la fermeture de Bab el-Mandeb. Mais quand on est désespéré, on ne sait plus ce qu'on fait. Vous attaquez le Yémen. Vous ouvrez un nouveau conflit avec le Yémen, alors que ce n'était pas nécessaire pour vous. Et personne ne comprend ce genre de comportement. À mon avis, ces actes naissent du désespoir. Et nous l'avons vu en Ukraine d'ailleurs. Regardez simplement ce qui est arrivé à l'Ukraine. Quand on regarde ces pays, il faut comprendre qu'ils sont soumis à une pression énorme. C'est quelque chose de nouveau. Ils n'ont jamais été attaqués. Ces pays n'ont aucune expérience de la guerre. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, ils ne savent pas ce qu'est la guerre. La seule guerre dont ils ont l'expérience, c'est la guerre en Irak, quand Saddam Hussein a attaqué le Koweït. Nous savons ce qui s'est passé. Nous nous en souvenons. À l'époque, tout le monde soutenait le Koweït. Même l'Iran soutenait le Koweït. Les États-Unis soutenaient le Koweït. C'était il y a longtemps. Et les autres pays n'ont pas cette expérience. Regardez l'Ukraine aujourd'hui. Regardez ce qui est arrivé à l'Ukraine. L'Ukraine a tout perdu. 2,5 millions de soldats ont été tués pendant la guerre. Et pourtant, vous voyez encore le Wall Street Journal parler de l'Ukraine, dire que ça change complètement la donne, qu'elle attaque la Russie en profondeur, sur le territoire russe, et qu'elle gagne. Pendant ce temps, la Russie impose un blocus écrasant au port d'Odessa, qui est le seul port, la seule connexion importante avec la mer Noire. Il y a aussi une connexion à Nikolaïev et dans d'autres petites villes proches de la mer Noire. Mais le problème, c'est que la Russie contrôle une immense partie des ports d'Odessa, de Nikolaïev et des autres villes. Elle contrôle tout. In Odessa and Nikolaev and the other cities. They're controlling everything. The reason I'm mentioning Ukraine, I want to describe. La raison pour laquelle je mentionne l'Ukraine, c'est que je veux expliquer que lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est en guerre, on ne va pas se comporter de façon logique ou rationnelle. C'est l'état d'esprit de gens qui ne savent pas quoi faire. C'est leur problème. Alors que peuvent-ils faire? Ils vont revenir, voir les États-Unis et dire « Nous ne savons pas quoi faire. Nous n'avons pas la puissance. Nous n'avons pas les troupes. Nous n'avons rien. » Le budget de la défense de l'Arabie saoudite est 9 fois, plus de 9 fois supérieur au budget de la défense iranienne. Et on se demande « Comment est-ce possible ?» Parce qu'ils n'ont rien. Ils viennent juste d'acheter ces armes sophistiquées, des avions de chasse américains. C'est beau à voir. Quand on regarde ça, on dirait leur Ferrari ou les voitures de luxe qu'ils ont. C'était tout le jeu, ce sont des chiffres.
Ils n'ont aucune importance. On l'a appris en Ukraine. On sait ce qui se passe en Ukraine avec la guerre en cours. La Russie produit plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN. Elle produit davantage de munitions que tous les pays de l'OTAN réunis. Imaginez un peu. Le budget russe de défense aérienne ne représente qu'une fraction de celui de l'OTAN. Rien du tout. Ce n'est même pas comparable. Quand vous regardez les chiffres, vous allez rire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la guerre ne dépend pas des chiffres, ni des armes sophistiquées que les États-Unis fabriquent et donnent aux Européens, à l'Ukraine. Et nous savons que les systèmes de défense aérienne ne fonctionnent pas. La technologie des missiles est très en avance sur les systèmes de défense aérienne. Même les systèmes russes les plus avancés, comme les S-400, les S-500, et ils en ont un autre, le 550, si je ne me trompe pas. Ce sont les systèmes de défense aérienne les plus avancés dont dispose la Russie. Vous ne voyez pas ce type de défense aérienne aux États-Unis. Ils ne l'ont pas. Les plus avancés sont le Patriot PAC-3 et le système THAAD. C'est tout. Et jusqu'à présent, l'Iran en a frappé au moins 4 ou 5 depuis le début de la guerre. Les systèmes THAAD ont été touchés par des missiles iraniens. Ils ont été détruits. Ils ne font plus partie du jeu. Et le système Patriot non plus. Nous l'avons vu. J'ai parlé avec le professeur Ted Postol et avec Andrei Martianov qui connaissent ces systèmes de défense aérienne. En gros, ils ne fonctionnent plus. Au mieux, ils seront à 20 ou 30%. Le professeur Postol dit 2 à 5%. Andrei Martianov dit 20 à 30%. C'est tout. Alors, dépêchons-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va aider? Non. Et c'est pour ça qu'on voit une sorte de panique, à mon avis, dans les pays du CCG. Ils ne savent pas quoi faire. En même temps, quand on regarde la situation, elle est si désespérée. Rien qu'en voyant comment ils se retrouvent dans une sorte de guerre, ils ne savent pas comment c'est arrivé. D'une certaine manière, on leur avait promis, avant le début de la guerre, que ce serait grand et magnifique, que ce serait tout ce qu'ils espéraient, que la paix viendrait en Asie occidentale, qu'ils deviendraient prospères avec le temps et qu'ils y auraient la domination, je parle de l'Arabie saoudite, avec le Qatar. Ces gens perdent de leur influence. Comment vous attendez-vous à ce qu'ils réagissent à cela? Ils n'arrivent pas à croire ce qui se passe. C'est humiliant pour eux. Et les gens, l'opinion publique dans ces pays, comprennent parfaitement ce qui se passe. Ces gens ne sont pas stupides. Ils regardent ce qui est visé. Ils voient que chaque fois qu'il se passe quelque chose entre l'Iran et les États-Unis, l'Iran les frappe à cause des bases américaines présentes dans leur pays. Alors ils se disent, pourquoi avons-nous encore besoin de bases américaines? Les États-Unis ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, ni défendre leurs bases, encore moins nous défendre en dehors de ces bases. Ils ont beaucoup de chance, parce que l'Iran n'attaque pas les civils dans ces pays. La stratégie de l'Iran se concentre sur le système de défense aérienne, les missiles et les dépôts de munitions. En gros, ils attaquent des points stratégiques dans ces pays, des sites stratégiques. À mon avis, ils ont de la chance. Vous savez, même si l'on considère la manière dont les Israéliens ont lancé cette attaque, en s'en prenant à des civils, ces enfants à Minab ont été tués. Les commandants du Guide suprême ont été tués. Plus de 3000 civils, près de 4000, ont été tués pendant la guerre. Mais vous ne voyez rien de tout cela se produire dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Est-ce un signe qui devrait leur faire comprendre la réalité de la guerre? L'Iran a essayé de faire de son mieux pour leur montrer qu'il ne veut pas les tuer. Il n'a rien contre les civils, contre les habitants de ces pays. Mais les dirigeants sont désespérés. Ils perdent leur influence et ne savent pas comment riposter. Ils dépensent beaucoup d'argent dans ces armes sophistiquées et ils n'en tirent rien.
Even Yemen with these missiles, ballistic missiles. Même le Yémen, avec ses missiles balistiques, frappe des cibles à tout va, et l'Arabie saoudite ne peut rien faire pour se défendre. Alors, qu'attendez-vous de l'Arabie saoudite quand elle est dans une position aussi désespérée? Elle doit faire quelque chose. Mais faire quelque chose signifie qu'elle aggrave la situation. Donald Trump a créé un chaos immense avec son attaque contre l'Iran. Et il s'enfonce dans la stupidité en étendant la guerre en Irak, au Yémen. Au moment où l'Arabie saoudite a attaqué le Yémen, Donald Trump a déclaré à Axios qu'il soutenait cette attaque, l'attaque contre l'aéroport international de Sanaa qui a provoqué les représailles du Yémen. Ensuite, le blocus est arrivé. Puis vous avez vu les attaques contre les installations pétrolières. C'était cette guerre, la stratégie de Trump. Je suis tout simplement sidéré. Je ne sais pas si ce type, Donald Trump, a la moindre stratégie. La stratégie est morte. Il ne se passe rien. Et les gens en parlent. Il y a eu de nouveaux articles dans le New York Times et le Wall Street Journal disant que Donald Trump n'a pas de stratégie. Il ne faut pas une grande stratégie pour le comprendre. Si vous regardez la situation actuelle, vous voyez bien qu'il n'y a pas de stratégie. S'ils veulent revenir en arrière, le mieux à comprendre, c'est que l'Iran ne reviendra pas avec le protocole d'accord, avec les clauses mentionnées dans ce protocole. Ce sera quelque chose de différent, s'ils essayent. Et je ne vois pas l'Iran disposé à le faire. L'Iran n'est pas disposé à négocier avec les États-Unis. Et selon moi, l'Iran veut poursuivre le conflit. L'Iran fait traîner cette guerre encore et encore parce qu'il veut exercer une pression énorme sur l'administration Trump. Les élections de mi-mandat approchent et ils veulent infliger le maximum de dommages à l'administration Trump. Donald Trump, on dirait qu'en ce moment, il ne se soucie de rien. Il attaque, et il étend même les attaques. Imaginez, avec le Yémen, avec l'Arabie saoudite, attaquer l'Irak, attaquer les forces irakiennes, l'armée irakienne, pas attaquer certaines composantes de l'axe de la résistance, parce qu'ils ne les ont pas. Un autre facteur important, c'est que les États-Unis, avec Israël mentait aux États-Unis depuis le premier jour. Ils mentent encore et encore. Ils leur fournissent de fausses informations. Ils n'ont aucune. Vous vous souvenez que pendant la guerre, ils ont découvert une base israélienne, près de Karbala, en Irak, qui préparait en quelque sorte une invasion terrestre depuis l'ouest de l'Iran. Ils étaient là, et maintenant, ils ont en quelque sorte été retirés d'Irak. Ils n'ont pas de renseignements en Iran. Ils n'ont pas de renseignements en Irak. Ils sont aveugles. C'est pour ça que lorsque les États-Unis décident d'attaquer avec l'Arabie saoudite, ils s'en prennent en fait au gouvernement, à l'armée officielle irakienne. C'est ça, une stratégie. Qui peut croire ça? Who's going to buy that? The continuation, who's going to benefit from the continuation of the war? La poursuite qui va bénéficier de la poursuite de la guerre. Personne n'en bénéficie. Mais vous voyez que ça se produit. La guerre ne fait que s'étendre. Elle ne recule pas. C'est ça le problème. Nous sommes en dehors du conflit. Nous ne savons pas. C'est pour ça que nous devons être à l'intérieur. Nous devons comprendre la pression économique, la manière dont ils attaquent votre sol, dont ils attaquent votre pays, pour comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens. Tout ce qui se passe avec l'Arabie saoudite, son attaque contre le Yémen et contre l'Irak, tout cela vient de l'administration Trump. Ça ne vient pas de l'Arabie saoudite. Ils ne savent pas se battre. Ils n'en ont pas les moyens. Même avec les frappes, c'était une coopération avec les États-Unis. Et on ne sait pas si l'Arabie saoudite, si les avions de chasse saoudiens y participaient. Peut-être que seuls les États-Unis et leurs forces, leur armée de l'air sur place, frappaient les cibles. Parce que pendant la guerre avec l'Iran, ils ne voulaient pas que les pays du CCG coopèrent ou participent aux frappes.
La coordination en temps de guerre est tellement difficile. Quand vous n'avez que des avions de chasse américains, ces gens se connaissent. Ils connaissent la stratégie. Ils savent comment entrer, frapper les cibles et repartir. Mais si vous ajoutez autre chose, disons l'armée de l'air avec les États-Unis, là ça va être une sorte de chaos. Ils pourraient attaquer, se frapper les uns les autres, faire quelque chose de stupide. C'est ça, le problème. Ils ne veulent pas que ça arrive. C'est pourquoi je suggère que peut-être seuls les États-Unis attaquent les cibles en Irak. Et revenons à l'Irak aujourd'hui. Donald Trump a dit qu'avant l'attaque, il se coordonnait avec le Premier ministre irakien. Ce qui veut dire que le Premier ministre irakien est la marionnette des États-Unis. En gros, ce qu'il a dit revient à dire « Le Premier ministre irakien est ma marionnette. Je me coordonnais avec lui pour attaquer son armée. » I was coordinating with him to attack his army. Isn't that ridiculous? Why would you, let's assume he's Ce n'est pas ridicule. coordinating with him. Why would you Admettons qu'il se coordonnait avec lui. say that? Pourquoi auriez-vous besoin de le dire, de le rendre public? Do you think Vous pensez que c'est une stratégie? Je ne vois rien de rationnel dans ce que fait l'administration Trump. Ils sont simplement en train de creuser un trou, et ils creusent toujours plus profond. Et plus ils se débattent, plus ils s'enfoncent, à mon avis, en Asie occidentale. C'est extrêmement problématique pour les États-Unis. Ils ne vont pas sortir de ces conflits qu'ils sont en train de créer. Imaginez un peu, les États-Unis étaient en Irak, en Afghanistan, dans un seul pays, pas avec toute la région impliquée. Ils y sont restés 20 ans. They were there for 20 years. For 20 years, they couldn't get out. Pendant 20 ans, ils n'ont pas pu en sortir. Imaginez un peu, en ce moment même, toute la région s'attaque. L'Iran attaque le Koweït et Bahreïn. L'Irak attaque l'Arabie Saoudite. Le Yémen attaque l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite attaque en ce moment même. C'est le chaos. C'est le résultat de l'administration Trump. C'est le type qui disait « Je vais apporter la paix », qui disait non aux guerres sans fin. Il fait totalement l'inverse. Et malheureusement, le gouvernement. Il y a deux guerres, deux fronts ici. La guerre entre les États-Unis et la Russie, et celle entre l'Iran et les États-Unis. Tous ces conflits annexes, ces guerres marginales, mettons-les de côté. Marginal wars, put all those aside. And there is no understanding in Russia. Et il n'y a aucune compréhension en Russie. D'après ce qu'on a entendu de Lavrov, de Poutine, je pense surtout de Lavrov en Russie, ils ne savent pas quoi faire des États-Unis. Les Iraniens nous disent la même chose. Des responsables iraniens affirment qu'il ne se passe rien entre l'Iran et les États-Unis. Aucune discussion, aucune négociation sérieuse n'a lieu. C'est la recette du désastre. Et il ne s'agit pas seulement de l'Iran et des États-Unis. Je crois vraiment que, dans le cas de la guerre en Ukraine, cela pourrait d'une manière ou d'une autre entraîner de nouvelles escalades. Parce que, qui que ce soit qui fasse cela, le soutien bipartisan à l'Ukraine est énorme aux États-Unis. Et ils convainquent Donald Trump de poursuivre la guerre. C'est pour ça que la nouvelle résolution préparée par Lindsey Graham, qui était le cerveau derrière 4 semaines de, vous savez, d'attaque contre l'Iran et l'idée que tout allait s'effondrer, il décrivait ça au conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. Ce type, vous savez, Anthony Blinken et Jake Sullivan, ils dirigeaient l'administration Biden à cette époque. Et ce sont en gros des sionistes. Ils soutiennent Israël. Toute la destruction qui s'est produite sous l'administration Biden a été soutenue à 100% par Jake Sullivan et Anthony Blinken. Et maintenant ils disent « Non, on a fait une erreur. On aurait dû ralentir l'attaque israélienne contre Gaza. » Ils n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir. Mais comme ils veulent diaboliser l'administration Trump, ils disent « Non, nous étions censés désamorcer la situation. Nous ne voulions pas de l'attaque contre l'Iran. » Mais vous voyez,
En gros, Lindsey Graham décrit le plan pour lui faire comprendre à Jake Sullivan ce qui se passe avec l'attaque en cours, avec l'attaque imminente contre l'Iran. On dirait que c'est bipartisan, peu importe. Les dirigeants en Iran et en... Vous pensez qu'ils sont stupides, en Iran et en Russie. Si moi, je peux être assis ici, regarder les informations, en parler et voir ce qui se passe, vous pensez qu'ils sont stupides. Ils ne comprennent pas que personne ne veut la paix avec la Russie. Personne ne veut la paix avec l'Iran. Et tout tourne autour du renversement du gouvernement, de la chute du régime de Poutine en Russie, de la chute du régime des ayatollahs ou des mollahs en Iran. C'est comme ça que ça va finir. Mais ils voient bien ce qui se passe. Ils essayent de réduire l'impact des États-Unis sur leur économie, sur leur pays. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien de sérieux se produire. Je pense que Donald Trump est incapable. Ce type n'est pas capable de négocier correctement. Il n'a aucun diplomate dans son administration. Personne. Même J.D. Vance n'est pas diplomate. Ce type ne sait pas négocier, sans même parler de Steve Witkoff et Jared Kushner. Steve Witkoff et Jared Kushner. The masterminds, the two guys that negotiating with Russia, with Iran. Les cerveaux, les deux types qui ont négocié avec la Russie, avec l'Iran, peu importe ce qui se passe. Donc il ne se passe rien de sérieux. Il faut le comprendre. Et la guerre va se jouer sur le champ de bataille, à mon avis. L'Iran et la Russie en arrivent au point où la seule façon de sortir de cette guerre, c'est d'épuiser tous les stocks des États-Unis, tout ce qu'ils ont. Les intercepteurs de défense, les missiles Tomahawk, vous savez, les JDAM, les JASSM, tous ces missiles. Ils essayent de tout épuiser par cette guerre continue, cette guerre d'usure. À mon avis, c'est ce qui se passe en coulisses. Je ne sais pas si c'est arrivé. Je pars du principe que les deux gouvernements se sont rapprochés et qu'ils se parlent. Et la Chine le sait. Ils vont continuer cette guerre jusqu'à ce que les États-Unis n'aient plus rien pour se battre. Et là, vous verrez tout s'effondrer en Ukraine, tout s'effondrer en Asie occidentale, avec les pays du CCG. Il ne resterait alors plus rien. Il est possible qu'avant d'en arriver là, l'administration Trump retrouve un peu plus de raison et comprenne qu'elle n'arrive à rien. Il y a même eu un article sur Axios. Le commandant du CENTCOM a dit que les attaques dans le sud de l'Iran, dans l'ouest de l'Iran, ne mènent à rien. On en est arrivé au point où, en réalité, vous savez, ces attaques ne sont plus efficaces. Elles ne fonctionnent pas pour les États-Unis. Il n'y a aucune raison stratégique de poursuivre ces attaques. Il l'a dit, Axios l'a rapporté. Mais la guerre continue. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle on voit la Russie et l'Iran, avec le temps, devenir moins enthousiastes à l'idée de discussion, de négociation. Tout dépend des États-Unis. Si Donald Trump décide de parler, ils parleront. Je constate que les deux administrations, l'administration Poutine et l'administration Trump, n'ont aucun problème particulier à parler avec les États-Unis. Mais les négociations ne vont pas se faire sur la base de conditions venant des États-Unis. Les deux pays, l'Iran et la Russie, imposeraient leurs conditions aux États-Unis, comme cela s'est passé avec le protocole d'accord. Et ce sera la même chose dans le cas de la Russie. Les États-Unis n'ont pas l'avantage, et la Russie va imposer ses conditions aux États-Unis, en Ukraine. C'est ainsi que je comprends ce qui se passe. J'espère que cette guerre prendra fin, d'une manière ou d'une autre, par des négociations, parce que je ne vois rien de bon sortir de ces guerres. L'Asie occidentale n'a pas besoin de cette guerre. L'Ukraine non plus. La poursuite de la guerre ne profitera pas à ces pays qui souffrent de la guerre. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir, et à demain.